Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Nathalie Saint-Cric pour son livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » paru aux éditions de l'Observatoire. Nathalie Saint-Cric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis heureux de vous recevoir. Vous êtes éditorialiste à France Télévisions. Vous n'êtes pas historienne, vous êtes journaliste, mais vous avez eu la chance de tomber sur Lettre à une amie, la correspondance de Clémenceau et de Marguerite, son dernier amour, et vous avez eu envie de raconter cette histoire qui est d'abord une belle histoire, qui est une histoire qui met en joie. Oui, alors merci de m'accueillir. D'abord, elle met en joie parce que, le personnage de Clémenceau est quelqu'un de toujours joyeux, enfin toujours souvent joyeux, et qui, malgré son âge, malgré ses 80 ans, ses 82 ans, considère qu'il a encore à vivre, il peut encore faire des choses, il peut se passer un tas de choses dans sa vie, donc il n'est pas du tout sur une logique de tristesse ou de désespoir ou de fin de vie, si j'ose dire. Et puis surtout, il rencontre cette femme, il a décrété aussi que jamais un seul jour de sa vie, il n'avait pas été amoureux. Et quand il rencontre cette femme qui a 40 ans de moins que lui, il tombe amoureux. Elle tombe amoureuse de lui. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'admiration, puisqu'à cette époque, c'est une sorte d'icône. Et il s'ensuit effectivement 668 lettres qui sont envoyées. Ils se rencontrent, ils se voient en Vendée, ils se voient à Paris. Et ça illumine ces derniers jours, manifestement. Et elle, ça la sort de son profond chagrin, parce qu'il faut préciser que c'est une femme qui a perdu une jeune fille, sa fille, et qui depuis est un peu effondrée, triste et malheureuse. Et elle retrouve, avec Clémenceau qui passe son temps à la secouer, elle retrouve une forme de vigueur et de nouveau souffle. Alors on va en parler, il va effectivement l'aider à vivre. Il y a ce dernier amour que vous racontez, mais il y a aussi ces combats, et vous me permettrez de commencer par les bons mots de Clémenceau. Il y en a beaucoup, vous saupoudrez tout le livre comme ça, et c'est ce qui est très agréable. Alors je vais en donner quelques-uns. D'abord celui que je ne connaissais pas, Paul Deschanel, que Clémenceau n'aimait pas beaucoup. Un jour à l'Assemblée, s'adresse aux parlementaires: « Messieurs, il faut solutionner la question. » Et Clémenceau, qui se dresse sur ses ergots et qui dit: « Très bien, nous allons nous en occupationner. » Il était obsédé par la langue et il considérait, de toute façon, il était obsédé par un certain nombre de choses, mais surtout il passait son temps à se payer la tête de tous les parlementaires et de tous les présidents du Conseil ou ministres qu'il pouvait avoir sous la main. Et il était connu pour avoir beaucoup d'esprit et une répartie très facile, et ça lui a beaucoup coûté, parce qu'en gros, il s'est tapé tellement de gens que les gens ont eu la mémoire longue. Il y a ce mot-là dans la correspondance, il s'adresse à Marguerite: « Nous avons 126 ans à nous deux, mais si inégalement répartis. » Absolument, parce que c'est la fin de sa vie, il a 82 ans, il sait qu'il va encore vivre un peu, parce que c'est une famille on vit très vieux chez les Clémenceau pour cette époque. Il meurt en général à 85, 88 ans, ce qui est rare pour l'époque, mais il passera son temps à lutter contre le temps, parce qu'il sait très bien que quand elle lui annonce qu'elle vient le voir, mais qu'elle a 2 jours de retard, il s'énerve, parce que pour lui, un jour, une seconde, c'était quelque chose d'important. Donc il y aura dans la deuxième partie de leur histoire, c'est une espèce de lutte désespérée contre le temps qui passe. C'est quelqu'un qui veut être en forme, qui s'astreint à un régime très strict. Il fait de la gym tous les jours, jusqu'à 15 jours avant sa mort. Il s'astreint à une discipline terrible. Il mange peu. Il fait 10 km de marche à pied par jour. Et il veut rester frais. Et surtout, il lit et il travaille tout le temps. Quand vous prenez un homme de 84 ans qui s'excite pour se procurer une biographie de Nietzsche qui vient de sortir, qui demande à comprendre les travaux d'Einstein, vous voyez ce que je veux dire, au lieu d'être comme un petit papy dans son coin à boire sa tisane, ça prouve que c'est quelqu'un qui était extrêmement fringant et qui est resté en vie grâce aux activités intellectuelles et à l'activité intellectuelle, mais il lutte quand même contre le temps qui passe. Et grâce à sa curiosité, on va en parler, mais il y a le côté protecteur aussi vis-à-vis de Marguerite. Je tente d'être pour vous une forme de tuteur. Il est très protecteur, mais en même temps, il est un peu casse-pied. Il n'est pas un peu casse-pied, il est très casse-pied. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord, c'est un homme de son époque, il est misogyne,
clairement, contre le droit de vote des femmes. Alors ça, il habille ça de raisons politiques, en disant que si les femmes votaient, elles voteraient comme leur curé ou comme leur confesseur, c'est-à-dire qu'il dit ça nous ramènerait au Moyen-Âge, mais il considère quand même que les femmes sont des... Alors, c'est ambivalent, parce qu'il y a Marguerite il passe son temps à la pousser, il voudrait qu'elle écrive, il voudrait qu'elle fasse des choses, et il la trouve un peu trop mère de famille, donc ça l'agace. Il la protège, il la secoue en même temps, quand elle a des coups de peu de morale, notamment depuis la mort de sa fille. Mais c'est vrai que sur le fond, par moments, il est infernal. Quand il lui dit si Shakespeare avait vécu comme vous, il n'aurait pas écrit Hamlet. En gros, si vous faites des confitures, vous occupez de vos enfants, vous tenez votre maison, donc vous êtes forcément, non pas une imbécile, mais quelqu'un qui n'est pas exactement à mon niveau. Donc, à la fois, il la stimule, et de temps en temps, il est assez détestable avec elle. Mais à côté de ça, il a fréquenté des femmes intellectuelles, il a fréquenté des féministes, sans pour autant l'être lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu ambivalent. Et il a été aussi marié, il parle rarement, il parle pratiquement jamais de sa femme qui était américaine, Marie. Il laisse planer un mystère dès que on évoque ce sujet, et vous avez cherché quand même à percer ce mystère. J'ai compris pourquoi il souhaitait pas en parler, parce que la vérité, si vous voulez, c'est qu'il a épousé une jeune femme qu'il a rencontrée aux États-Unis quand il est parti très jeune à la suite d'un drame amoureux. C'est-à-dire qu'il a eu une histoire d'amour qui s'est mal passée quand il avait 22 ans. Donc, il a souhaité partir aux États-Unis. Là, il a rencontré une jeune femme, une jeune fille, qui avait, je me souviens plus précisément, 6 ou 7 ans de moins que lui. Qui était orpheline de père. Et il a exigé qu'elle refuse toute forme de religion, parce qu'il avait décidé de l'épouser de façon civile. Donc la malheureuse, elle a accepté tellement elle était amoureuse de Clémenceau. Au passage, elle s'est fait déshériter par son tuteur, et il l'a ramenée en France. Et en fait, en France, il la ramène en France, il la laisse en Vendée, il l'oublie purement et simplement. C'est-à-dire qu'ils ont eu un voyage de noces qui a dû durer une semaine à Paris. Donc elle était évidemment, c'est une New-Yorkaise qui était à cette époque habituée à sortir un peu, à voyager, à avoir des amis, à avoir une espèce de vie. Et elle se retrouve cloîtrée en Vendée, avec Clémenceau qui est là au début, mais qui fait sa tournée de médecin de campagne, parce qu'il faut pas oublier que dans ses multiples vies, il a été médecin. Et puis à partir du moment où il y a la Commune et au moment où il y a la guerre de 70, eh bien, il se dit qu'il faut rentrer à Paris pour faire de la politique. Et là, en gros, il la voit de temps en temps. Je crois qu'il restera 8 à 9 mois sans la voir. Et alors, pour parler vulgairement, il va la voir, elle a un enfant, il repart, il revient après, elle en a un autre, et ça se terminera très mal, c'est-à-dire qu'elle suppliera d'être rapatriée à Paris. Au bout d'un moment, il pourra le faire. Alors au début, pour être honnête, avec Clémenceau, il n'a pas d'argent. Il est toujours endetté parce qu'il met toujours son argent dans les journaux, dans autre chose, donc il ne peut pas la loger décemment à Paris, alors qu'en Vendée, ils ont une espèce de petit manoir familial. Après, elle reviendra, il passera son temps à faire autre chose, à s'occuper de politique, de journaux. Et pour finir, il va l'accuser accuser d'adultère. Absolument, comme il trouve qu'elle est de temps en temps un petit peu souriante, au lieu d'être terrée chez elle, il la fera suivre, il y aura un constat d'adultère, et il la renverra aux États-Unis en 3e classe, dans un bateau de 3e classe. Et en gros, cette femme, il ne la reverra jamais. Et les enfants seront du côté du père, et elle mourra dans la misère à Paris. Donc ça, c'est pas c'est pas ce que j'ai aimé le plus chez Clémenceau. Alors, je reviens au bon mot, parce que moi, c'est ce que j'ai aimé le plus dans votre livre. C'est un voyage en Inde, avec un récit alors totalement désopilant, parce que on avertit Clémenceau, on lui dit, vous allez être reçu par le sultan, il faudra vous extasier, parce qu'il a 103 enfants. Il a plusieurs femmes, et il a 103 enfants. Et à ce moment-là, il dit oui, très bien, mais il n'en fait qu'à sa tête. Et alors le sultan lui dit bonjour, il porte un toast à la France. Vous êtes marié? Oui, répond Clémenceau. Combien avez-vous eu d'enfants? Et alors, imperturbable, Clémenceau répond 103. Voilà, juste pour en avoir un de plus que le sultan, voilà. Et l'autre fait la tête, et ils sont obligés de partir, parce que normalement, le séjour devait rester quelques jours de plus. Et là, mais il l'a dit plusieurs fois. Il a dit qu'il résistait jamais à un bon mot. C'est-à-dire que quitte à se faire des ennemis, quitte à avoir beaucoup de problèmes, il a ce côté. D'ailleurs, quand on regarde bien son visage et les photos, il a quelque chose dans l'œil qui fait que
Il a un côté sale gosse, Oui. même à Et 80 la ans. moustache qui La moustache frise. qui frise et un truc dans le regard qui fait que s'il a envie de dire une vacherie, même si ça ne se fait pas, parce qu'il il y a même des choses qui seraient difficiles à admettre aujourd'hui, à la mort de Félix Faure. Bon, en général, quand quelqu'un meurt, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on va pas, c'est pas l'occasion d'aller dire des horreurs. Et il lui dit, en entrant dans le néant, il va se sentir chez lui. Vous imaginez aujourd'hui qu'on dise ça à la mort d'un homme politique? Bon, lui, ça le faisait rire. Voilà, donc ça lui plaisait. Donc à partir de là, ça est appelé, ces deux ânesses du nom, un, de la maîtresse de Gambetta, deux, de la femme de Poincaré. Ça le faisait rire. Voilà, et il disait à tout le monde, bah voilà, mon ânesse Léonie, maîtresse de Gambetta, ou Henriette, femme de Poincaré. Et il y a un mot absolument génial quand il dit, il donne à Marguerite ses recommandations pour après sa mort, et il dit, pour mes obsèques, je ne veux que le strict minimum, c'est-à-dire moi. Bah, effectivement. Alors, il y a un côté amusant, et le côté plus intéressant, c'est que il veut aucun officiel, il ne veut que ses proches, que des gens de son cabinet militaire. Il est enterré à côté de son père. Je suis allée sur sa tombe. C'est une tombe sur laquelle il n'y a ni nom, ni prénom, ni date. C'est une dalle qui est près d'un petit ruisseau, qui est quand même sous un cèdre qui a été planté par le père de Clémenceau en 1848 en hommage à la Révolution. Mais c'est le summum de l'orgueil, ça, ne pas avoir du tout son nom. Oui, mais il n'y a rien. Il y a la tombe de Tolstoï est comme ça, hein, à Moscou. Oui, mais il n'y a rien, et il a voulu que ce soit expédié à la nuit. Il veut pas que Poincaré aille chez lui pour s'incliner. Enfin, tout est fait très vite. Il a tout organisé. Donc, si vous voulez, il meurt à 1h du matin. Ouais, à 2h moins le quart du matin, ils partent en Vendée. Le convoi, il est enterré. Évidemment, comme il est laïque, il y a aucun office, il n'y a aucun office religieux. Et il dit, de toute façon, la vie, ça se termine avec un trou et beaucoup de bruit pour rien. Mais il a ce refus des honneurs. Hein. Jamais une médaille, jamais une légion d'honneur. Il refuse tout. Et il considère que les légions d'honneur ou les médailles sont faites que pour les gens qui se sont battus. Alors, Nathalie Saint-Cric, quand on est éditorialiste politique comme vous l'êtes sur France 2 depuis de nombreuses années, on ne choisit pas Clémenceau par hasard. Qu'est-ce qui vous a attiré, au-delà de cette belle histoire, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'homme politique? Alors, ou dans le personnage? À force d'essayer de trouver des idées pour... vous savez, nous, on retransmet toutes les cérémonies du 11 novembre. Et au bout d'un moment, c'est des cérémonies qui sont toujours un petit peu... qui se ressemblent. Et j'ai essayé de trouver des idées autour de Clémenceau, notamment quand il y a cette pause qui est faite par le président de la République devant la statue de Clémenceau. Donc j'ai relu une biographie de Clémenceau parce que je suis comme vous. Vous terminez d'ailleurs sur une cérémonie du 11 novembre 41. Magnifique. Le discours de Gaulle est magnifique. Adresse son discours à Clémenceau, qui est une façon de dire que tant que les Allemands seront sur le sol français, Clémenceau ne pourra pas dormir en paix, tout en se souvenant que Clémenceau avait dit en 1929, alors que la guerre a commencé en 1939, il avait dit à son secrétaire particulier, avant 10 ans, nous aurons la guerre, Marté, c'est-à-dire qu'il avait une sorte de pressentiment de ce qui se passerait pendant la guerre de 40. Mais je reviens à la question que vous m'aviez posée, si je ne veux pas être trop... Pourquoi ça m'a intéressé? D'abord, je suis comme vous, j'aimais les mots d'esprit, ça m'a toujours fait rire, enfin voilà, j'aime bien. Deuxièmement, j'aime bien les gens qui ont du tempérament, et chez les politiques, actuellement, je ne peux pas dire que je trouve mon compte. Donc, je me suis penchée sur quelqu'un d'il y a quelque temps. Alors, à la décharge de Clémenceau, enfin, à la décharge de la classe politique actuelle, avec les chaînes d'infos, avec Twitter, avec tout ça, un Clémenceau, il aurait tenu un quart d'heure parce qu'il serait fait... on aurait dit qu'il était misogyne, on aurait dit ce qui est vrai. On l'aurait dénoncé, il aurait été obligé... Bon, ça aurait été terrible pour lui. Et... à côté de ça, plus j'ai cherché du côté de la famille de Marguerite, plus j'ai trouvé ses petits-enfants qui avaient plein d'archives, plein de choses à me raconter. Et en creusant, j'ai trouvé finalement beaucoup de choses intéressantes qui me permettaient d'aborder Clémenceau sous un jour nouveau, c'est-à-dire pas faire
Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis pas historienne, je peux pas faire aussi bien que la biographie de Rosel ou celle de Michel Vinocq ou celle de Sylvie Brodziak. Je suis pas au niveau, j'ai pas le temps de faire toutes les recherches, mais j'ai trouvé ma petite façon de parler de lui et de garder quand même, en faisant des va-et-vient sans arrêt, garder tous les grands moments historiques que je trouve drôles, plus tous ces mots d'esprit. Donc c'était une espèce de quelque chose un peu plus léger que quelque chose d'historique, mais quand même, écoutez, j'ai passé 1 an et demi avec cet homme en ne m'ennuyant jamais. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est toujours gai, toujours entraînant. C'est vraiment important. Voilà. Alors on peut regretter, je vous l'ai dit avant d'entrer dans le studio, mais c'est vrai que c'était pas la période. Vous avez choisi de parler des derniers jours ou des dernières années de Clémenceau, mais on a le personnage politique, mais on n'a pas le patron de presse, celui qui a trouvé ce génial titre. J'accuse. Parce que c'est lui qui l'a trouvé. Absolument. Et le titre initial, c'était Lettre à Monsieur le Président de la République. Et comme il a un sens... Il a biffé rageusement et il a mis J'accuse. Et il avait un sens des probablement que s'il avait laissé l'ancien titre, ça aurait été moi. Mais donc d'abord, il a été journaliste toute sa vie, en plus de médecin. Et c'est vrai qu'il avait un sens de la formule, donc y compris du titre et de la titraille qu'on doit mettre sur un article. Et c'est vrai que le papier de Zola était très, très puissant dans le corps du texte, mais Lettre à Monsieur Léo Félix Faure, président de la République, c'est pas extrêmement excitant. Et donc, je suis pas revenue là-dessus, mais il y avait tellement de choses à dire sur lui qu'il y a un moment donné où j'ai été obligée de garder mon... Et alors, quelque chose dont on parlait aussi tout à l'heure et qui peut intéresser vos auditeurs, c'est qu'il n'a pas été Dreyfusard dès le début, ni lui, ni Jaurès, ni beaucoup des Dreyfusards par la suite, parce que, 1, ça les intéressait modérément, 2, ils n'étaient pas au courant. Donc il y a eu plusieurs années, quand même, 2 ou 3 années pendant lesquelles le combat pour Dreyfus n'a pas été leur combat. Et quand il a été alerté, quand il s'est rendu compte, et puis Clémenceau, il avait un côté légitimiste, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas attaquer l'armée, il fallait pas... Bon. Et quand il s'est rendu compte, effectivement, de l'injustice absolue et de la honte que constituait la condamnation de Dreyfus, il est entré en plein dans ce combat, avec Zola, avec les autres, avec le frère de Dreyfus. Et quand il a publié tous les articles qu'il avait consacrés à l'affaire Dreyfus, il n'a pas commencé au moment où il avait été bien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a y compris publié dans un recueil qui s'appelle L'Iniquité, tous les articles pendant lesquels il avait condamné Dreyfus, c'est-à-dire qu'il a eu l'honnêteté intellectuelle de ne pas se montrer sous son beau jour, entre guillemets, ou sous son meilleur jour, mais de montrer quel avait été son cheminement. Et je trouve que c'est quand même une preuve. Et dans ce cheminement, a compté beaucoup, je crois, l'amitié avec Monet, parce que vous en parlez beaucoup. Monet, c'est quelqu'un dont Marguerite pouvait être jalouse, elle l'était d'ailleurs, et cette forte amitié de Clémenceau et de Monet s'est nouée autour de l'affaire Dreyfus. Alors, absolument, c'est-à-dire il y a une première période, ils se connaissent quand ils sont jeunes. Tous les deux, ils ont à peu près le même âge. Hein. Quand ils sont jeunes, et c'est autour des idées républicaines et de la lutte, en gros, contre Napoléon III et contre toutes les idées de cette époque-là. Et ils se retrouvent autour de la cause de Dreyfus. Et en gros, ils pensent pareil, quoi. C'est deux... Ils se ressemblent beaucoup dans le caractère. Je pense que Monet est encore pire que Clémenceau, si tant est que ce soit possible d'être pire que Clémenceau, tellement il est infernal et jamais content de rien. C'est un miracle qu'on ait pu avoir les nymphéas parce qu'il déchirait tout, il lacérait tout à coups de couteau en trouvant que tout était toujours au-dessous de son rêve. Et c'est vrai que les deux étaient sur une même ligne et dans le camp effectivement des républicains et des Dreyfusards. Alors, je reviens, au bon mot. Alors, il écrit beaucoup, naturellement, et il écrit à Jeannet, qui est apparemment le père de Jean-Noël, le grand-père de Jean-Noël Jeannet. Et alors, il lui dit « Embrassez-vous de ma part ». En vous disant, Jeannet, je vous aime beaucoup. Ça, c'est Jean-Noël qui me l'a raconté, que c'est son grand-père lui avait raconté ça, effectivement. Mais il a plein de formules très... si les lettres à une amie qui ont été publiées en 1970 chez Gallimard donnent autant envie d'écrire un livre, c'est qu'elles sont pleines de formules très étranges. Enfin, très étranges.
pas banal, c'est-à-dire il se contente pas de dire je vous aime ou des choses comme ça. Il lui dit, il écrit à Marguerite, quand vous n'êtes pas là, le soleil n'est pas du vrai soleil. Il lui dit, depuis que vous êtes parti, il tombe de la neige morale. Il lui dit, donnez-moi l'adresse d'un institut de beauté, comme ça vous me retrouverez rajeuni. Ou il lui dit, quand vous me reverrez sur le quai de la gare, dites, oh mon Dieu que vous avez rajeuni. Je vais faire ma petite beauté. Il dit, je suis une vieille momie empaillée. Après, quand il a peur d'être trop âgé, il l'appelle mon écureuil volant. Il l'appelle ma déesse fricassée dans la neige. Voilà, des lettres d'amour comme ça, on aimerait bien en recevoir. Voilà. Alors, il y a le magnifique hommage du général de Gaulle. Il faudrait lire toute la lettre parce qu'elle est Et encore, j'ai été obligée d'en enlever parce qu'elle est Oui. extrêmement longue. Mais chaque personne qui veut regarder ça, parce que c'est à pleurer, tellement c'est beau. C'est une intervention, donc le 11 novembre 41, à la radio de Londres, du général de Gaulle, qui est quasiment uniquement, qui est autour de Clémenceau, qui est vraiment quelque chose il est allé plusieurs fois après sur la tombe de Clémenceau, à la Libération, et après il a fait plusieurs voyages, et c'est l'intégralité, c'est quelque chose je vous dis, à pleurer d'émotion, parce que il lui fait un serment en lui disant, en ce moment vous ne pouvez pas dormir en paix parce que les Allemands sont là, mais on fera tout ce qu'il faudra. Pourquoi on se battra pour que vous puissiez vous reposer tranquillement dans la terre vendéenne. Magnifique hommage. Alors, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Faites-moi ça. Je vous pose remettez votre casquette de journaliste politique et je vous pose la dernière question. Tout le monde se souvient que vous aviez animé le débat entre les deux tours, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, en 2017. Dans un an, vous remettrez le couvert avec la même affiche? Non, il faut rajeunir. Il faut qu'il y ait des jeunes. D'abord, il faut qu'il y ait des jeunes pour animer. Alors là, l'affiche, je serais bien présomptueuse de dire quelque chose. J'ai l'impression que ça bouge à toute vitesse et que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Donc, pour l'instant, je me tais et je ne fais aucune prédiction. Merci Nathalie Saint-Cricq. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. C'est un récit paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. Merci.